France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, c'est parti pour le grand forum qui vous conduira tranquillement jusqu'à 18h et comme chaque jour sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, un invité, Mourad Kassa, qui viendra nous présenter le film Resting Jerusalem. Il est également militant des droits humains et réalisateur de documentaires et de fiction. On en parlera de ce film qui risque de faire beaucoup de bruit tout à l'heure en fin d'émission. Pour nous accompagner aujourd'hui, Gamal Abina et Osinras, c'est pour répondre à ce sujet à la une. Suite à l'attaque à l'arme blanche de Villeurbanne, les mouvements politiques de droite et d'extrême droite dénoncent de nouveau des problèmes migratoires. Les médias se font-ils leur porte-parole? C'est la question que l'on vous pose et que l'on se posera. Pour y répondre, Facebook, France Maghreb 2 sur Twitter, le grand forum FM2. Vos appels 01 40 33 9000. Le zapping avec au programme Yann Moix et son pardon. Michel Sardou, plus aigri que jamais sur RTL ce matin, les infos zappées et le quiz en fin d'émission. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement avec cette semaine spéciale sur les violences faites aux femmes à l'occasion du Grenelle sur les violences conjugales et la sensibilisation du numéro qui peut sauver des vies, le 3919. France Maghreb 2 réserve une partie de son émission phare à ce sujet primordial et ça commence dès aujourd'hui. Avec nous pour en parler tout à l'heure, évidemment, Karima Perroni. On s'intéressera à comment détecter le profil d'un agresseur. La question qu'on se posera ensemble. Témoignage, bien sûr, de vous, anonymement, si vous le souhaitez, au 01 40 33 9000. Le premier rendez-vous, donc, en ce mardi. Rendez-vous tout à l'heure à 17h30. Dans le zapping aujourd'hui, un zapping chargé avec du Catherine Deneuve qui défend Roman Polanski, avec Jean-Jacques Bourdin fortement agacé par Marlène Schiappa ce matin. Avec également au programme Zaya, qu'est-ce qu'une fille facile? Et à ne pas louper surtout un témoignage édifiant, celui d'une professeure dans le 93 qui révèle des choses absolument gravissimes. À la une de ce LGF, la campagne de désobéissance en faveur des droits civiques des femmes musulmanes dans certains lieux publics qui prend de l'ampleur. Les Parisiennes qui rejoignent les Grenobloises et les Lyonnaises. Pensez-vous que leurs revendications sont légitimes? On en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Karima Perroni, Philippe Pouriaki et Emmanuel Michael. Le grand forum, votre rendez-vous phare, l'info autrement tous les jours de 16h à 18h sur une seule radio, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous jusqu'à 18h avec tout à l'heure, donc à partir de 17h30, nous entamerons cette semaine spéciale. Vous le savez, dans cette émission cette année, la petite nouveauté, c'est d'y mettre des sujets de réflexion, des sujets de société sur lesquels nous allons évidemment les aborder sous les différents angles qui nous sont offerts chaque jour avec différents chroniqueurs et différents invités. Et cette semaine, nous avons saisi évidemment ce Grenelle qui a priori va durer 3 mois, c'est un peu comme les grands débats. Le Grenelle évidemment pour les violences faites aux femmes. Ainsi d'ailleurs le Premier ministre a fait quelques annonces tout à l'heure pour démarrer ce Grenelle. On y reviendra tout à l'heure avec Karima Perroni qui nous rejoindra tout à l'heure. Pour l'instant c'est 100% mal l'équipe. Philippe Pouriaki, salut mon écolo. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour monsieur Emmanuel Michael qui fait sa rentrée le centriste, comment il va? Bonjour, moi je vais bien, j'ai passé un bel été, ouais. Même sans partir en vacances, j'en ai profité un petit peu pour me reposer, donc je suis en pleine forme pour cette rentrée. Bon, très bien, vous voyez, on a même des opposants politiques sur ce plateau, c'est formidable hein. Non, on n'est pas des opposants, on n'est pas toujours d'accord sur tout, oui. Mais des opposants c'est forcément une opposition, et là c'est pas le cas, et je pense qu'on est débat. même complémentaires. Ouais, complètement, ouais. Ah ça y est, je vais me faire escorter. Regardez les balles des faux culs les gars. Hein, jusqu'à 18h ils sont là, Pouriaki et Emmanuel Michael sur France Maghreb 2. Et ben on va voir si vous êtes si vous êtes opposant ou pas sur des sujets, vous n'êtes pas toujours d'accord. On va voir si ça va être le cas aujourd'hui. On va parler encore une fois, toujours encore du burkini. Non. Ouais. Enfilez votre burkini les gars. Militantes féministes et musulmanes ont pénétré le week-end dernier dans une piscine du 11e arrondissement. Elles voulaient se baigner en burkini et les maîtres nageurs, la direction de la piscine, tout ça, la police, tout le monde est intervenu. On a fermé, elles n'ont pas pu se baigner. Empêcher des femmes de se baigner en burkini, est-ce de l'islamophobie ?
D'abord, définissons exactement ce qui se passe. Personne ne veut empêcher les femmes qui sont en burkini de se baigner. C'est comme si vous disiez vous voulez empêcher les hommes en caleçon de se baigner, en caleçon long. Non, simplement moi je crois très profondément et très sincèrement que l'enjeu majeur de notre époque c'est la question du respect des règles. Et ça vaut pour tout, ça vaut Mais pour... est-ce qu'il faut changer les règlements intérieurs des piscines? Non, ça vaut pour les gens qui jettent leur mégot par terre. C'est ce que demandent ces associations. Mais non, je ne le crois pas. Si on veut se camoufler les cheveux quand on veut se baigner, et c'est un souhait que je n'ai pas à débattre, on peut tout simplement être un bonnet de bain et respecter tout simplement les règles de la piscine. Mais derrière, je voudrais dire... On ne change pas les règles. Mais chaque règlement intérieur est ce qu'il est. C'est pas à moi de faire les règlements intérieurs des piscines, mais je suis assez dérangée par le fait que ça prenne un écho incroyable et qu'elles réussissent, ces militantes, à faire comme s'il y avait des millions de femmes en France qui réclamaient de se baigner en burkini. Je suis désolée, moi je reçois des centaines de courriers tous les jours. Je suis engagée depuis 15 ans sur la question des droits des femmes. Ce n'est pas vrai qu'il y a en France des millions de femmes qui se réveillent en disant je souhaite aller à la piscine en burkini. C'est le fait d'une minorité qui le fait parce que c'est une activité activiste de leur part. Mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut pas céder, mais surtout il ne faut pas tomber dans le piège de faire comme si c'était une revendication massive. Il ne faut discriminer personne. Les femmes de toute religion ont le droit d'avoir accès à la piscine. Simplement, quand le règlement dit qu'on vient non couverte et non vêtue, on ne vient pas avec des vêtements. Tout simplement, on respecte les règles qui existent. Marlène Schiappa ce matin chez nos confrères de BFM TV RMC au micro de Bourdin. Vous verrez d'ailleurs dans le zapping tout à l'heure qu'il a été très agacé par elle. Ne voulant répondre à aucune des questions, du coup il a failli mettre fin à l'interview. Bon, il a fait un peu de cinéma à la Bourdin, quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Alors, justement, effectivement, en référence à ce qui s'est passé ce dimanche, c'était à Paris, rappelons-le. Donc, ces féministes qui sont venues, 5 au total, habillées d'un burkini, se baigner. Ça a duré une petite demi-heure, cette histoire. Du coup, cette question aujourd'hui qu'on vous pose, eh bien, la campagne de désobéissance en faveur des droits civiques des femmes musulmanes dans certains lieux publics qui prend de l'ampleur, on l'a entendu, des Parisiennes qui rejoignent les Grenobloises et les Lyonnaises. Pensez-vous que leurs revendications sont légitimes? Sont-elles légitimes, ces revendications? Vous êtes 65% à avoir voté oui sur Facebook France Maghreb 2, vous pouvez continuer de voter. Sur Twitter, notre ami Boria qui va aller voir, j'en suis sûr. Immédiatement. Il va aller faire son boulot, bien sûr. Le grand forum FM2 pour voter et en nous appelant au 01 40 33 9000. Marlène Schiappa, Emmanuel Michael nous dit, c'est pas comme s'il y avait des millions de femmes qui réclamaient de se baigner en burkini. En clair, c'est une minorité. Voilà, en clair, elle n'a pas à le demander, etc., etc. Bon, Emmanuel, ça t'évoque quoi, toi, tout ça? Moi, je pense qu'il faut voir d'un certain côté, elle a raison, puisque je pense que ça représente pas forcément la majorité des femmes, et notamment des femmes musulmanes qui souhaitent se baigner en burkini. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut entendre le souhait de ces dames qui souhaitent avoir la possibilité de se baigner un peu comme tout le monde, comme l'ensemble des Français et des Françaises. Donc, il y a d'un côté un cri de colère qu'il faut prendre en considération et se dire que même si ce n'est pas une majorité... Sont des activistes ou pas, Emmanuel? Est-ce qu'il y a une revendication un peu politique derrière? Je sais pas si c'est vraiment un aspect politique, mais je pense que ça représente quand même une certaine catégorie de personnes et qui veulent avoir gain de cause. Rappelons qu'il y a des règlements intérieurs dans les piscines quand même. C'est ça. Et je me dis, là pour le coup, il n'y a même pas besoin d'aller interpeller une ministre par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de raison de légiférer par rapport à ça. Elle n'est pas ministre, elle est secrétaire d'État. Secrétaire d'État. Oui, voilà. Mais de ce fait, à mon avis, c'est plus au niveau des collectivités. Et puis s'il y a un groupement qui se forme sur ces collectivités-là, le faire entendre. Et puis après, c'est aux collectivités territoriales de prendre leur responsabilité. Par exemple, à titre personnel, je ne vais jamais dans les piscines parce qu'il faut être habillé d'un maillot de bain, Je n'aime pas les maillots de bain, je préfère les shorts de bain. On n'y a pas le droit dans les piscines. Voilà, Philippe. Bon, alors, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Écoute, il y a pas 100 milliards de solutions. Il y en a une, c'est éventuellement de changer le règlement intérieur. Alors, faut expliquer pourquoi on n'a pas le droit aux shorts de bain. Moi, je vais régulièrement à la piscine de ma ville. D'ailleurs, je vois pas beaucoup les élus, y venir, mais moi, j'adore y aller. Peut-être du boulot, en fait. Ouais, t'as raison. On devrait leur mettre un badge pour vérifier quand est-ce qu'ils travaillent, quand est-ce qu'ils travaillent pas. Mais blague à part, le maillot de bain, comme tu le dis souvent, est souvent porté en extérieur, et l'objectif, il est juste, c'est un problème d'hygiène. Oui. Donc c'est pour ça qu'on demande d'avoir des slips de bain. Et on se balade rarement en slip de bain à l'extérieur moi j'aime pas de la ville. Ouais, moi non plus, j'aime pas, mais il faut reconnaître, en tout cas quand tu y vas uniquement pour nager et faire des longueurs, c'est super pratique le slip de bain plutôt que
le short de plage, mais c'est vraiment hygiène. Alors il y a des piscines qui demandent obligatoirement un bonnet, d'autres non. Par exemple, moi dans ma ville, le règlement intérieur lorsque tu es en sortie scolaire, piscine, tu dois avoir un bonnet de bain. Mais par contre, en dehors des horaires de piscine pour les scolaires, tu as le droit de ne pas avoir de bonnet de bain. Moi, j'ai été choqué la dernière fois. Il y a une dame très gentille, très discrète, qui a mis une combinaison de natation. Je sais pas si tu te rappelles, à une époque, ça allait jusqu'au-dessus du genou. Ouais. Ça prenait la moitié des manches. C'était vraiment pour l'aérodynamisme. Et c'est vrai qu'elles allaient un petit peu plus vite. Il y a même certains qui avaient des trucs en peau de requin. Après, il y a eu des problèmes et des homologations un petit peu compliquées pour le CIO, puisque tout le monde disait si on n'a pas les moyens d'avoir ces maillots, on n'est pas à pied d'égalité. Et les Jeux Olympiques, l'objectif, hormis le dopage, bien évidemment, c'est être à égalité. Et elle avait un bonnet de bain en une sorte de tissu, pas de plastique, parce que tu as plusieurs modèles de bonnets de bain différents. Et il y a des gens qui ont pas été contents, qui ont été voir les maîtres nageurs. En mairie, ça a appelé à la piscine pour dire oui, cette dame elle est en burkini, alors que non. On est bien d'accord sur la tenue du burkini, comment il est. Il va jusqu'à la cheville, les manches vont jusqu'à la poignée. Et je crois qu'il faut vraiment avoir un débat calme et serein. Mais oui, complètement. Qu'est-ce que c'est le burkini? Est-ce que c'est un truc qui sert uniquement à aller dans l'eau ou en externe? Tu vois, parce que si c'est un problème d'hygiène, si elles mettent une combinaison de plongée, on revient dans la même situation. Et donc, on va dire quoi dans ces cas-là? Ouais. On est en train d'hystériser un truc, mais je crois en plus ça va très bien avec. Quand tu dis qui est en train d'hystériser un peu le débat? Ils ont tous intérêt parce qu'on parle sur langue de bois dans cette émission. Oui, tous. On tourne pas autour du pot, tu vois. Les gens de gauche qui veulent absolument pas mettre les pieds dedans en disant oui non laïcité, on va sur un terrain religieux, politique. Alors bien sûr, je dis pas que là-dedans il y en a pas certains qui servent de certaines femmes pour emmener un message politique, idéologique, etc. Mais moi en tout cas, j'ai rencontré dans le cadre de la campagne électorale, moi j'ai des femmes qui m'ont posé la question. Je dis moi j'ai pas de problème avec le burkini, j'ai pas de problème non plus avec le monokini, j'ai pas de problème avec les nudistes, je m'en fous. Sauf que s'il y a un règlement qui est fait, faut qu'on s'y plie tous à ce règlement. Et je crois que quand j'entends la secrétaire d'État qui dit qu'elle est féministe, et il semblerait qu'en tout cas c'est une association de féministes musulmanes. Alors c'est pour ça que tout à l'heure moi je voulais revenir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit par rapport il faudrait autoriser le burkini pour les femmes musulmanes. Non, soit on autorise ça pour tout le monde, soit pour personne, tu vois. Il faut pas qu'on commence à... J'ai jamais rien dit de ça. Si, faudrait écouter, je crois qu'il y a un truc comme ça. J'ai pas dit ça, moi. Si, je promets, mais c'est parce qu'ils nous ont hystérisé le débat. Non, alors, j'ai pas dit la droite et même Macron a intérêt à hystériser le débat, parce que, du coup, par vase communicant, ça fait monter l'extrême, et au deuxième tour, ça fume de l'herbe chez les Verts, hein, Non. Bah, attends. Elle doit être bien verte, celle-là. La théorie du complot, Non, c'est pas la théorie du complot, c'est la théorie de la gagne, et pour gagner, tout le monde sait que si tu te retrouves, pour l'instant, parce qu'attention à jouer avec le feu, on va tous se brûler, se retrouver au deuxième tour face à Marine Le Pen, tu gagnes. Donc, il faut faire monter un petit peu, mais pas trop, en parler un petit peu, mais pas trop, sauf que les médias se font leur chou gras sur ça, et moi, ça tombe très bien avec l'avis tranché que je vais faire tout à l'heure, qui s'appelle Islamophobie, mon amour. Farid est avec nous sappelle du Val d'Oise, tiens, chez toi. À 64% sur Twitter, pardon. Ah, 64%, donc, considère que que tout cela est légitime. Voilà, ils comprennent leurs revendications. Alors, je voudrais dire, en tout cas pour nos fans de Twitter qui vont aller vérifier mon Twitter, moi j'ai cliqué non pour avoir le résultat, parce qu'en général je diffuse l'information et je n'émets pas mon avis pour éviter d'influencer ou quoi que ce soit. Moi à titre personnel, tu comprends pas leurs revendications. Non, si, je comprends tout à fait leurs revendications. Tu demandes, pensez-vous que leurs revendications elles sont légitimes? Mais bien sûr, tu les comprends, c'est qu'elles sont légitimes. Ah non, mais moi tout à fait. Moi je suis surtout. Donc tu votes oui alors. Mais là j'ai appuyé sur le premier bouton pour aller vite pour te donner. le chiffre. Donc c'est pour ça je voudrais pas me faire enguirlander pour qui que ce soit. Moi j'assume complètement mes choix. Moi ça aurait été oui. Nous les écologistes nous sommes pour la désobéissance civile. Et là ça suffit avec cette hystérie qu'il y a autour de cette islamophobie rampante et réelle et galopante. Vous êtes en train de jouer avec le feu, faites attention, vous allez vraiment vous brûler. Farid, il nous appelle du Val d'Oise, donc chez Emmanuel. Farid, bonjour. Farid. Ah ils sont pas patients dans le Val d'Oise, il s'est barré. 01 40 33 9000, va falloir être un peu plus patient pour les municipales, hein.
Voilà. On a besoin de vous, cher Farid. Enfin, du coup, Emmanuel. En l'occurrence, je sais pas quelle ville il habite, mais en tout cas, il peut nous appeler 01 40 33 9000. Mais c'est vrai qu'on en fait beaucoup pour, j'allais dire, peut-être une poignée de femmes, peut-être minoritaires, c'est vrai. On a tendance souvent, d'ailleurs, un peu dans tous les sujets, de parler uniquement que de la minorité. Est-ce que, oui. et c'est là ma question un peu provocatrice, est-ce que l'ensemble des femmes musulmanes réclament le fait de pouvoir aller se baigner dans les piscines? Ce serait bien qu'elles interviennent à la radio. Appelez-nous, mesdames. Franchement, j'ai envie de savoir, moi. Quand on est dans une piscine, effectivement, il y a un règlement intérieur. Si on ne respecte pas le règlement, comment ça se passe? On est viré, quoi. Voilà. Carrément. Manu Militari, là, apparemment, je crois qu'il y a que le GIGN et le RED qui n'étaient pas dispo. Non, ça s'est passé tranquille. Bah si, ils ont appelé la police, etc. Ils ont un peu fait de cinéma pour les médias, mais c'est tout. Voilà. Allô, bonjour. Salut Christophe, ça va? Ça va et toi? Ton prénom? Rachid. Rachid qui nous appelle Damien. Bon, Rachid, alors sur cette hystérie, sur débat sur le burkini, ces féministes musulmanes qui font parler d'elles. Alors voilà, donc moi je pense que sur tous les points, c'est en train de desservir la cause des personnes qui défendent justement les musulmans quand ils se font attaquer, quand ils se font matraquer sur les médias, dont vous, justement, ce que vous faites en France Maghreb, c'est très bien. Elles sont en train de desservir la cause. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un règlement. Et ce règlement, il n'est pas seulement applicable que pour les musulmans, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Christophe, même toi, t'aimes bien te baigner en short, mais tu peux pas. Ah ouais, donc j'y vais pas, voilà. Non, mais en plus, je vais rajouter quelque chose. Elles se définissent comme musulmanes. Comme je te disais sur tous les points, c'est même au niveau religieux. Est-ce qu'une femme peut se présenter, moi ça me dérange pas, tu sais, hein. Je te parle vraiment au niveau de la religion. Est-ce qu'une femme peut se présenter comme ça devant des hommes qui sont à moitié à poil? Donc sur tous les points, tu vois, elles ont vraiment tout faux. Et encore une autre chose, l'association de Grenoble, on a quand même réussi à prouver qu'elle était quand même financée par le sioniste Soros. Donc franchement, je me demande à quoi elles jouent ces meufs. Bon, merci Rachid, c'est dit, t'as pu le dire en tout cas. Merci Rachid, à bientôt. 01 40 33 9000. histoires, cette association? A priori, oui, il y a Soros qui est derrière beaucoup de trucs, hein, Soros. Ça ne s'avance pas. A priori. Attends, mais là, je tombe des nues. Yann Moix qui a fait des dessins et des textes antisémites, alors que moi, je l'ai entendu plein de fois à la télé et à la radio. Je croyais que c'est un ultrationniste. Pour ça, je comprends plus rien. Ah non, mais là, on nous aurait menti. Et Manu, qu'est-ce que t'en penses quoi? Je crois mais Yann Moix, il a demandé pardon. Là, ça lui a été accordé d'ailleurs. Par BHL, c'est bon. Ah oui? Okay. Ouais, tout va bien. Il a validé, très bien. Il a validé, c'est bon et tout va bien pour lui. Par contre, si toi t'as le malheur de faire une connerie ou de dire une connerie, c'est pas sûr qu'on te pardonne. Même 20 ans après, c'est pas prescrit pour BHL. Ah ouais. C'est clair. Tiens, la vie d'une femme quand même, mesdames, messieurs, c'est quand même important, bien entendu, de les entendre, mesdames. Prenez la parole, n'attendez pas qu'on vous la donne. Prenez-la de force. Allô, bonsoir, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Je m'appelle Myriam. Myriam, vous nous appelez d'où, chère Myriam? Alors moi j'habite en Lorraine, à la frontière luxembourgeoise et allemande. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Oui, bon, alors, elle était facile, Alors, Luxembourg, il y a que des banques là-bas. La polémique, moi j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il y en a marre des polémiques sur les voilés. Je suis moi-même voilée, je travaille, j'enlève mon voile pour travailler, donc c'est pour ça je respecte la loi. Mais sur la polémique de forcer d'aller en burkini, je ne comprends pas. Parce que je suis voilée, je ne vais pas en piscine en France, c'est interdit. C'est la loi, on respecte la loi. Par contre, avancer l'hygiène pour le port du burkini, je me baigne au Luxembourg, je me baigne en Allemagne dans des piscines. Il n'y a pas plus de cas d'hygiène en France, enfin en Allemagne, il n'y a pas plus de maladies, de cas d'épidémie du fait de se baigner en burkini. Donc voilà. Ok, Philippe. Myriam, non, c'est pas ça. Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. La question d'hygiène, c'est sur les éléments externes que tu peux apporter parce que tu te promènes avec en extérieur. Tu pourrais t'asseoir quelque part sur un banc qui serait impropre, etc. et l'emmener dans une piscine. Et on sait que c'est très bactérigène. Tu te promènes pas en short de bain, bien Philippe? Ah bah qui le font, bien sûr que si. Moi, quand je vais à la piscine, quand je peux mettre le short, c'est-à-dire je me change pour mettre le short uniquement pour me baigner avec. T'en as qui viennent de l'extérieur avec leur short direct. Malheureusement. Si, c'est pour ça que ça a été interdit. Bon, Mais d'accord. alors, pourquoi en Allemagne c'est possible? Parce qu'en Allemagne, ils sont un peu plus tolérants, peut-être, je sais pas. Mais parce Je sais pas. Donc après bière. sortir et aller se baigner et ensuite s'esclaffer que on ne les accepte pas, c'est un peu trop, c'est du too much et je ne cautionne pas cette action-là. D'accord, donc vous ne comprenez pas leurs revendications en fait.
Non, la revendication, je la comprends, mais on peut revendiquer autrement. C'est l'action que je n'ai pas compris. D'accord. Merci Myriam, ça a été très clair en tout cas, et merci de... L'action, c'est la désobéissance civile, elle est très simple, Myriam, si je peux me permettre, sans vouloir être donneur de leçons. Il y a un règlement qui est absurde, et donc par conséquent... Pourquoi il est absurde? Il est absurde parce qu'il est pas inclusif, il est exclusif. On exclut une partie de la population, donc dans ces cas-là. Ouais, mais attendez, moi j'aimerais bien qu'on se reprenne 5 minutes. Je veux dire, on est dans une piscine. Si t'as des convictions religieuses et à ce titre, tu veux y aller avec un habit particulier. Je suis désolé, ça peut. Enfin, moi je veux bien entendre tout. Je veux dire, on peut tout accepter. Mais voir des femmes effectivement qui ont un habit comme cela, et puis voir en même temps des mecs qui se trimballent avec un truc hyper serré, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je veux dire, à un moment il faut se reprendre. Il faut peut-être imaginer peut-être des créneaux éventuellement. Alors on peut en parler de ces histoires de créneaux, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu mélange des gens. Elles ont aussi le droit de j'ai pas dit qu'elles avaient pas le droit. De vouloir se baigner, de vouloir se détendre, de vouloir faire des longueurs. Moi j'invite tout le monde à faire un maximum de natation parce que c'est le sport le moins traumatique et le plus complet réellement. Non, je t'assure, sur les articulations. Non, mais c'est vrai. Blague à part. Et donc par conséquent, elles y vont aussi peut-être aussi pour faire du sport de natation. Et donc de ce fait, parce qu'il y aurait des hommes, il faudrait pas qu'elles y aillent parce qu'elles... Pas dit ça. Mais non, mais si. Mais pour moi ça me paraît pas chaud. Tiens, Myriam, par rapport à ma réflexion, que je peux dire des conneries, ça m'arrive de temps en temps, Myriam. Qu'est-ce que tu penses de ma petite réflexion, de ce mélange des genres? Moi, là où je suis d'accord, c'est sur l'absurdité du règlement, parce que il y a bien des initiations plongée sous-marine dans ces mêmes piscines, et où là, la tenue ressemble fortement au burkini. Ouais, donc, elle est à demi-genou et à demi-bras. Donc, les femmes ont le droit de se baigner. Là où il faudrait réfléchir tous, c'est peut-être des créneaux pour les femmes. Bon, donc c'est pas si absurde que ça, quoi. Ça existe sur Strasbourg, hein. Mais c'est la communauté juive qui l'ont mis en place, c'est pas du tout la communauté musulmane, donc là il n'y a pas de souci. Et puis je m'y suis déjà baignée et au contraire c'est pas excluant, c'est incluant. Mais c'est toute une réflexion. C'est vrai que la France, je la trouve très, il y a un manque de liberté et on pointe très souvent les femmes voilées. Ça commence un petit peu à fatiguer parce qu'on est tout simplement des femmes comme des autres. Exactement, Myriam. Merci. Alors par contre, merci Myriam. Dernier point là-dessus, Myriam. Autant je suis moi pour le port du burkini, moi ça me pose pas de souci. Autant je suis contre les créneaux réservés. Pourquoi il est contre les créneaux? Et alors je vais t'expliquer. Oui. Tout simplement. Non. Alors oui, c'est exclusif, mais après, non, je peux comprendre que il y en a, ils ont envie de se retrouver entre eux, etc. Sauf que dans le principe de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté d'être avec d'autres ou pas, l'égalité de traitement. C'est-à-dire demain, si j'ai une association ou si j'ai des hommes qui viennent qui me disent nous on veut être rien contre nous, et là je me retrouve dans des galères de créneaux, et je vais t'expliquer juste après pourquoi, sauf si on est ouvert 24 heures sur 24, mais il faut savoir qu'en Ile-de-France il manque 400 maîtres nageurs, secouristes, sauveteurs. Donc il manque quoi? 400. Si vous voulez gagner votre vie aujourd'hui, passez votre diplôme de maître nageur secouriste. Je vous jure que vous avez du boulot partout. Dans toutes les piscines, ils sont vraiment en galère. Parce que, prends l'exemple de ma ville. Moi, à Orly, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, en journée, tu as les cours de piscine pour les scolaires. Le mercredi matin, c'est pour les centres aérés. Le mercredi après-midi, c'est pour l'école de natation. Le lundi soir et vendredi soir, c'est réservé uniquement aux familles. Le mardi soir, c'est pour une association précise. Le jeudi soir, c'est pour la plongée. Ouais, bref, c'est un peu le bordel, quoi. Et donc voilà, si tu fais un créneau pour les femmes et un créneau pour les hommes et un créneau demain, tu auras une association de gays qui va dire mais nous on veut pas être avec les autres, le jugement des autres ça nous touche, ça nous regarde, etc. Puis après tu auras une association de lesbiennes, puis une autre de trans, et là c'est le bordel sans nom. Bon. Tu t'en sors pas. Mais Emmanuel, recadre-moi un peu. Autorisons le burkini. Comme ça, l'histoire arrive. Moi, je pense que justement, c'est un vrai sujet, mais polémique, mais pour rien. Parce que quand on regarde bien, que ce soit en piscine ou en mer, dès qu'on va voir quelqu'un en burkini, ça va réagir. L'extrême droite va réagir pour dire, bah non, c'est intolérable, machin. Alors en fait, que ce soit une question d'hygiène ou pas, dans tous les cas, il y a des gens qui vont réagir et qui vont pointer du doigt la communauté musulmane parce que il faut le faire. Donc, pour eux, c'est dans leur ADN de le faire. Alors c'est pour ça que quand on commence à dire Macron ceci, Macron cela, je me dis, ok, mais c'est
pas le premier, bien au contraire, à aller pointer du doigt une communauté ou une autre. C'est bien le dernier pour le coup. Donc, je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire ça. C'est vrai, Boyaki, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Bon, Il faut, voilà. quand on parle, je pense qu'il faut s'adresser à tous les Français sans pour Exact. autant dire qu'un tel est musulman donc il a droit à ça, un tel est de confession juive donc il a droit à ça. Je pense que si on s'enferme dans ce débat-là, de dire ça c'est un problème qui concerne les musulmans, donc eh ben, on ira toujours dans cette catégorie-là de personnes qui vont dire, bah voilà, moi je suis contre les musulmans, donc peu importe ce qu'ils font, je suis contre. Bouge pas, mon Fatah. T'es avec nous, hein, dans un instant, du côté de Provins. Ne bouge pas, on t'accueille dans un instant. D'accord? On met pas d'argent dans la caisse parce que le salaire de Boyaki nous coûte cher, celui-là. À tout de suite sur France Maghreb 2, à tout de suite, évidemment, avec son avis tranché à suivre. Islamophobie, mon amour, le zapping. Alors là, il est bon, le zapping. On a du Catherine Deneuve. On a du Bourdin Chiappa. On a, du lourd, quoi. Ah oui, alors attendez. Dans le zapping, j'ai un témoignage édifiant d'une professeure dans le 93. Elle nous raconte des choses absolument gravissimes que nous on n'arrête pas de dénoncer depuis des années, mais personne nous entend. Écoutez, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF, l'info autrement tous les jours de 16h à 18h avec Philippe Bouriaki, élu écolo. Non, pas encore. Ouais, vas-y, t'aurais pu dire oui, quoi, je sais pas. Mais non, on va pas tricher. Nous, on n'est pas les autres. On n'est pas. Lui, en l'occurrence, il est élu. On n'est pas le Parti communiste ou le Parti socialiste. Qu'est-ce que c'est que ces Pas mecs? encore, je suis pas élu Modem. Je suis président du Modem 95. Ah! Ouais, bon, c'est un peu élu, quoi. Ouais, et moi, je suis responsable. Et j'ai été élu effectivement à ce poste-là. Bon, ouais, moi aussi. T'es élu. Ah, on est élu. Ah, je suis élu. Vous voulez me faire passer pour un pitre? Non, du tout. Tu connais ton sujet. Bon, merci. La question du jour aujourd'hui, je vous la rappelle, messieurs, dames. Donc, c'est la campagne de désobéissance en faveur des droits civiques des femmes musulmanes dans certains lieux publics qui prend de l'ampleur. Les Parisiennes qui rejoignent les Grenobloises et les Lyonnaises, pensez-vous que leurs revendications sont légitimes? Sont-elles légitimes, ces revendications? Bien, c'est un peu baissé, mais alors très légèrement sur Facebook, 64% pour voter France Maghreb 2. Sur Twitter, le grand forum FM2, vous êtes 64%, il me semble, donc pareil, on a le même résultat. Et vos appels au 01 40 33 9000, forcément ça passionne ce débat avec Fatah qui a été patient, il nous appelle de Provins. Salut Fatah. Oui, bonjour à tous, salam alaikum. Bonjour Fatah. Ça va, la rentrée s'est bien passée pour tout le monde? Pour moi ça va, oui, très bien. Pour les autres, je sais pas, mais ils ont un nouveau studio, ils ont de nouveaux sièges, ils font bien. C'est les grincheurs, ces Je gens-là. suis pas content, moi. Pourquoi t'es pas content? Je préfère les anciens sièges, ceux-là, ils basculent en arrière, on n'arrive pas à les bloquer, ils sont plus bas, la couleur est terne, non, franchement, c'est décevant. Ce mec-là, oui, c'est sa dernière émission, je crois. Les chroniqueurs sont bourgeois. Oui, voilà, exactement. C'est un bourgeois, le Bouriaki. C'est un bourgeois d'Orly. Voilà, ce mec-là, ce que c'est. C'est ça. Bon, Fatah, on t'écoute. Moi, je vais apporter de la polémique à la polémique. Oh non, bah arrête. Franchement, ce débat-là, il me fatigue. Il m'épuise comme toutes les questions qui tournent autour des musulmans en France. À qui profite ça? Moi, j'arrive pas à comprendre. Les femmes qui vont portent le burkini pour aller, que ce soit sur la plage ou même à la piscine, je comprends pas. J'aimerais bien m'installer avec une fille qui porte le burkini, on discute, qu'elle me donne ses arguments, pourquoi burkini avec des hommes qui, voilà, c'est limite les parties intimes. Voilà. No comment sur ce plan-là. Moi, je voulais simplement dire que l'histoire du burkini... Excuse-moi, mais quand je me baigne à la plage, tu vois pas mes parties intimes, je te rassure. Non, mais attends, Christophe. C'est des maillots de bain qui épousent le corps, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, peut-être pas toi, mais... Non, moi, c'est short, moi. Obligatoire, sinon il n'y a pas. Ouais, pareil. Un short obligatoire. Je ferme cette parenthèse. Moi, je voulais simplement donner des informations. Pour celles j'espère qu'il y en a qui nous entendent là, qui ont été sur la piscine là, à Paris. Il y a en attendant là, quand tu m'as mis en attente, j'ai regardé sur Google savoir s'il y avait des piscines, des créneaux réservés pour les femmes en Île-de-France. J'en ai trouvé 3 en 2 minutes. Épinay-sur-Seine, Pierrefitte et je sais plus la troisième. On peut facilement en trouver sur Internet, donc il n'y a pas de problème. C'est un faux débat. Aujourd'hui, si on veut, les femmes décident de se baigner entre elles, il y a des possibilités. Ah bah c'est pas bête ce qu'il nous dit Fatah. Les gars. Attends, s'il te plaît Christophe. Qu'est-ce qui empêche à nos femmes voilées d'aller avec les femmes juives dans leur créneau? Rien, absolument rien. Parce qu'elles font pas la démarche, tout simplement. Faites comme eux, allez avec elles, il n'y a aucun problème.
Première chose. Deuxième chose, je voulais simplement faire un petit focus sur le Burkini, d'où il vient, à quel moment il est arrivé. Parce que là, on parle de ça, mais ça vient d'où cette histoire-là? Est-ce que quelqu'un sait d'où ça vient? Non, pour le coup, franchement, pour être très honnête avec toi, je sais pas. Ok, je vais vous le dire. C'est une Australienne, Zanetti Aida, qui voulait aller surfer avec les gars en Australie. D'accord. Je sais même pas si elle est musulmane. Ouais. Je sais pas si c'est de la pudeur, j'en sais rien. C'est en 2003, c'est apparu comme ça, en Australie. C'est né comme ça. Elle s'est dit, tiens, il y a un créneau, il y a du business à faire. Voilà, c'est tout. Bon, bah merci Fatah en tout cas pour ton appel. Alors attends, oui, Fatah, je relève sur ce que tu as dit. Effectivement, alors le Burkini n'est absolument pas un truc islamiste comme j'ai pu entendre. Et tu as raison, il vient d'Australie. Islamique, pas ist. Oui, non, mais parce que tu sais, ils m'ont contaminé, moi. Ouais. Je collabore. Ça, il faut dire la vérité. Je regarde Pascal Pro le matin. Non, tu as raison. Toi, t'as le temps d'aller à la piscine, de regarder Pascal Pro. Quand est-ce que tu bosses, en fait, le mec? Je bosse pas, moi. Ouais, bah voilà. Je profite du système, ça y est, je me suis converti, je vais faire 20 enfants, enfin. d'immobilier. Non, sérieux, alors ça vient d'Australie, et ça n'a rien à voir de religieux. Bah oui. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on avait un problème avec la couche atmosphérique, la couche d'ozone. Et en Australie, il y avait beaucoup de cancers de peau. Et donc, pour lutter contre ça, ils avaient mis des t-shirts, des shorts, des pantalons, des pantacourts ou des pantalons longs anti-UV. Et c'est comme ça qu'est né le Burkini. C'est juste parce que il y avait des gens qui risquaient d'attraper des cancers, cancers de la peau. Et donc, il fallait se protéger la peau au maximum. Alors, elle faisait du surf, elle faisait du kitesurf, plein de choses. Pour le surf, et donc voilà comment est né le Burkini. Donc, ça n'a rien à voir de religieux en plus. Absolument. Ça se trouve, c'est une firme internationale qu'on subventionne. Ça suffit la théorie du complot. Après, on va pas parler de l'aspect purement religieux, parce que il y aura quelque chose à dire autour de ça. Mais moi, je suis pas un savant religieux. Cela dit, ma sœur, il faut pas que ce soit pour un homme ou une femme, mouler son corps à outrance, en l'occurrence pour un burkini, c'est vraiment épouser les formes nickel, quoi. C'est une seconde peau. Je vois pas l'intérêt. Bon, merci Fatah en tout cas pour ton appel. On a bien compris en tout cas que tu votais non à la question du jour. Merci, salut Fatah. Salut. À bientôt. Bon, vous continuez de voter évidemment sur Facebook France Web 2, sur Twitter le grand forum FM2, en espérant ne plus en parler. Parce que franchement, c'est vrai que je suis d'accord avec certains auditeurs. Alors là, ton espoir, il va tomber à l'eau, hein. Il y en a ras-le-bol. Non, ils ont des stocks, hein, sur les musulmans. Alors, ils vont revenir là-dessus, hein. Bon, on enchaîne avec ton avis tranché, là. Ah, ouais, d'accord. Okay. Bah oui, non, mais attends, faut être réactif, mon vieux. On n'a pas beaucoup de temps, tu sais. Concentre-toi. Voilà. Oui, allez, c'est parti pour l'avis tranché de Philippe Bouriaki. Emmanuel Michael va le scruter, va l'écouter attentivement et va nous le critiquer dans un instant. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranché de Philippe Bouriaki qui a pour titre Islamophobie, mon amour. Le micro. Islamophobie, mon amour. Les identitaires en rêvaient. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons le droit d'être islamophobes en France, quand même. C'est officiel. En 2019, dans notre si beau pays, la France, on a le droit et sans risque judiciaire d'être islamophobe. Selon Henri Peña-Ruiz et Pascal Pro, l'islamophobie, ce n'est absolument pas du racisme. Non. C'est le droit d'être critique envers l'islam. Et il rajoute même que le mot islamophobie a été inventé par les frères musulmans pour empêcher les défenseurs de la laïcité de contrecarrer l'islam politique. Rien que ça. Et d'autres vont encore plus loin, jusqu'à dire que non, l'islamophobie, ce n'est absolument pas raciste, car la définition de phobie, selon le Petit Larousse, c'est une crainte angoissante, injustifiée d'une situation, d'un objet ou de l'accomplissement d'une action. Aversion très vive pour quelqu'un ou peur instinctive de quelque chose. Avoir la phobie de la foule, par exemple, ou des araignées comme l'arachnophobie. Au fait, c'est quoi au juste l'islamophobie? Alors, toujours selon le Petit Larousse. Islamophobie non féminin. Donc on est d'accord, on dit une islamophobie. Vous voyez mes femmes, c'est pas fini. Quand même, hostilité envers l'islam et les musulmans. Tiens, un nouveau mot, hostilité. Donc à nouveau, selon le Petit Larousse, hostilité, c'est
le sentiment d'inimité à l'égard de quelqu'un, attitude d'opposition à l'égard de quelque chose, manifester de l'hostilité à un projet. Intéressant tout ça. Mais au juste, c'est quoi l'intimité? L'intimité, c'est le sentiment d'empathie, hostilité, de haine. Vous me voyez arriver ou pas? Voici la définition de l'empathie. Antipathie, aversion instinctive, non raisonnée à l'égard de quelqu'un, de quelque chose, hostilité. Donc, pour résumer, mesdames et messieurs, l'islamophobie, ce n'est pas la peur ou la crainte ou le droit de critiquer l'islam politique. L'islamophobie, c'est l'hostilité, l'intimité, l'antipathie et la haine envers les musulmans et l'islam. Donc, l'islamophobie, c'est du racisme, au même titre que la xénophobie, la judéophobie, la cathophobie et l'homophobie. Donc oui, nous avons le pouvoir et le devoir de combattre l'islamophobie. Merci Boriaki. Emmanuel, c'est clair? Ah bah très clair, très bien, très bien. Bon, Le dictionnaire a tourné à fond là. C'est très bien. Ah bah écoute, à chaque fois que je trouvais un mot, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, c'est super, ouais, j'ai fait quelques lignes pour un dyslexique et un dysorthographique. En aiguille, t'arrives à ça. Ah mais j'ai appris plein de choses. C'est très bien. C'est bien, c'est rassurant. Ça veut dire que et tu as chez les Verts, on regarde le dictionnaire avant de parler. C'est bien. Ah ben non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai vu ce que tu as posté sur le LGF et sur France Maghreb 2. L'émission de Pascal Pro où carrément il y en a un, elle dit moi je n'achète plus le Larousse, faut faire pression sur les gens. Ah oui, c'est pas une folle là le. Ah je sais pas, j'ai dit c'est un dingue, c'est un fou donc et donc du coup j'ai ouvert le petit Larousse. Et donc tu as quelque part répondu. Bah ouais, mais il peut pas entendre le mec, il est dans une secte. Oh ils écoutent, t'inquiète pas. Ah ouais. Ah oui ils écoutent. Bon j'aimerais bien débattre avec Monsieur Pascal Pro aussi. Non par contre non, ça ils veulent pas. Parce que peut pas être un homme jusqu'au bout quand même. Quand même. Bon. Allez, cessons de nous faire des ennemis. Nous en avons déjà bien assez. On va passer au zapping. Pas sûr qu'on s'en fasse des amis dans le zapping aujourd'hui. Sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus. C'est le Grand Forum, l'émission de référence. Dans une petite demi-heure, on parlera d'un sujet très grave, messieurs. C'est la violence faite aux femmes. 101 féminicides. 101 femmes qui sont mortes depuis le début de l'année sous les coups de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. C'est intolérable. Nous devrions tous avoir honte, messieurs. Totalement. À tout de suite. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut dire. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Comment ça, t'as pas honte, Boriaki? Bah, tu me dis, on devrait tous on devrait avoir honte, bien sûr, parce qu'on dénonce pas assez, on n'est pas assez présent. On n'en parle pas suffisamment, on a l'impression que ça concerne que les femmes. Alors justement, c'est pour ça que je dis, moi, à titre personnel, je n'ai pas à avoir honte, parce que je le dénonce assez régulièrement. D'ailleurs, on pense avec mon ami Farid de créer un cours de self-défense féminin pour qu'ils apprennent à un moment donné à remettre les choses à leur place à ces sous-hommes qui considèrent parce que qu'ils ont un petit peu plus de muscles qui peuvent se faire plaisir et frapper une femme jusqu'à la mort. Donc on va mais frapper une femme déjà on frappe pas une femme tout court. Ah mais non mais évidemment, mais là c'est jusqu'à la mort puisqu'on en a oui, bien sûr. Bon, dans le zapping, tiens, une femme, Catherine Deneuve, qui était l'invitée de cet abou hier soir sur France 5, et elle est venue à la défense, à l'aide de Roman Polanski. Elle plaide pour le droit à l'oubli. Et il me semble quand même que Roman a déjà quand même payé assez cher. Quand même, sa vie a été quand même toute sa vie d'homme, de cinéaste depuis quand même 40 ans, a été quand même ombrée par ça, et ça a été quand même très lourd et très dur. Je pense que même la personne qui donc avait subi ces violences a dit qu'il fallait que ça s'arrête quand même. Mais sur le fait de dire qu'il subit une violence inouïe, vous comprenez je trouve que c'est une grande violence. Il y a eu un hommage à Roman. Il y a eu un hommage à Roman à la Cinémathèque l'hiver dernier, et il y a eu quand même des manifestations. Je veux dire, alors qu'on devait montrer son film simplement. Je veux dire, à la Cinémathèque, c'est un très grand cinéaste. Il faut quand même à un moment arrêter. Je trouve, oui, il faut arrêter. Oui, vous voulez qu'on fasse la différence entre l'homme et le cinéaste. Je pense qu'on peut quand même faire la différence 40 ans après, oui. Oui. C'est une indulgence qu'on peut avoir à l'égard d'un artiste qu'on aurait moins tendance à avoir à l'égard d'un homme politique, d'un chef d'entreprise, d'un salarié, d'un artisan, d'un enseignant. Pourquoi est-ce qu'un artiste aurait ce traitement de faveur, Catherine? Parce que 40 ans, c'est 40 ans. Je veux dire, même un PDG, même un dirigeant politique, je trouve qu'après 40 ans, il y a quand même le droit à l'oubli. Vous plaidez pour ce droit à l'oubli? Oui, absolument. Pour tous? Pour tous, oui.
Le droit à l'oubli pour Catherine Deneuve envers Roman Polanski, ça vous évoque quoi, messieurs? Moi, je pense que il y a la justice. La justice doit être faite à chaque fois, que ce soit un cinéaste ou que ce soit quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, à partir du moment où la personne a fait du mal, qu'elle a été condamnée pour ça, il faut que justice soit faite. Maintenant, si on commence à séparer les individus en disant un tel a droit de faire du mal et l'autre n'a pas le droit, je pense qu'on va dans le mur. Et que si on veut que accepter cette justice, de toute façon, pour moi, il faut accepter cette justice-là. On n'a pas le droit de dire parce qu'il est bon dans son corps de métier, il a le droit de le faire ou pas. Ouais. Bon, Philippe, d'accord. Moi, je vais répondre très simplement. Catherine Deneuve a entièrement raison. On a le droit à l'oubli et à la rédemption et à l'insertion lorsqu'on a purgé sa peine. Exactement. Je tiens à rappeler que Roman Polanski a été accusé, et pas que d'une seule personne, de plusieurs de viols sur mineurs, sodomiser une fille. Je sais pas si Catherine Deneuve a une fille ou une petite fille, je suis pas sûr qu'elle soit favorable à cette hypothèse. Et qui n'a jamais fait de peine ou de prison. Alors effectivement, pas d'accord, alors. Mais bien sûr que non, je suis pas d'accord. Il n'a pas purgé sa peine. Comment veux-tu qu'on soit d'accord? Après, il faut que ce soit. Non mais attends. Il y a un vrai problème. Tu vois, elle déforme les choses parce que effectivement, cette femme, elle demande qu'on tourne la page parce que c'est une chose ultra violente pour elle et elle sait que jamais justice sera faite. Ouais. D'ailleurs, la preuve, il a sorti son chéquier en disant bon, $500 000, on oublie l'histoire. Je suis désolé. Il a fait un acte de barbarie et de torture sur un enfant, un acte de pédophilie. Il n'a jamais été condamné. Qu'il soit un artiste brillant, ce que tu veux, ça n'enlève en rien à l'horreur qu'il a commis. Sinon, dans ces cas-là, qu'il aurait. Qu'il aurait commis selon les dires voilà, c'est important parce que la présomption d'innocence. Non mais il y a jamais eu de jugement, il s'est sauvé. Voilà, on est d'accord, mais bon, voilà. Non mais d'accord, mais alors, si Tariq Ramadan, il a dit moi j'ai rien fait, il est venu, il se retrouve au placard. Ouais. L'autre il s'est sauvé et c'est vrai. Il a même pas été jugé par contumace. Oui, tu as raison. Ça va quoi. Tu as raison, Boriki. Bon, on enchaîne avec cette fois-ci dans le zapping direction BFM TV avec ce témoignage édifiant, messieurs dames, d'une professeure dans le 93. Écoutez, c'est à nous couper le souffle. Franchement, elle raconte en fait une réalité de professeur quand on habite le 93. Rencontrer des élèves qui arrivent en CM1, CM2 et qui maîtrisent pas du tout l'écriture et la lecture, c'est pas un cas isolé, c'est très fréquent. Pour moi, l'école, c'était un petit havre de paix, en fait. C'est l'égalité des chances qui nous est vendue, quoi. Et en fait, pas du tout. Il y a des écoles, mais elles sont d'une tristesse. Il suffit d'une licence pour postuler, peu importe le domaine de la licence. Et donc, j'ai envoyé mon dossier, et 2 jours plus tard, j'étais reçue pour un entretien. Et là, j'ai commencé à halluciner un peu, puisqu'en fait, on m'a posé aucune question pour évaluer mon niveau en français, en mathématiques, en histoire. Je reçois un mail 2 jours plus tard, on me dit, c'est bon, viens signer ton contrat. Et c'était parti pour une année scolaire. Je me retrouve dans une classe, effectivement, sans formation. J'ai pas eu ne serait-ce qu'une brochure, un document sur lequel me référer pour avoir des techniques, des méthodes d'apprentissage, pour avoir des références au programme scolaire. Et je suis envoyée tous les jours dans des classes différentes. Et en fait, c'est l'improvisation tous les jours. Personne n'a jamais vérifié mon identité. J'arrive juste en disant bonjour, je suis remplaçante. Et quand j'arrive à attraper le directeur de l'établissement rapidement, on m'explique qu'il faut que je fasse le tour des classes parce que les enfants étaient répartis. Donc je déambule dans une école que je connais pas pour aller chercher des élèves que je n'ai jamais rencontrés, pour aller dans une classe que eux-mêmes vont m'indiquer puisque je sais même pas où se trouve la classe. On se rend très vite compte qu'il y a un énorme décalage entre les objectifs de l'éducation nationale et la réalité. Ça a été des constats qui ont été très difficiles. C'était de voir que rencontrer des élèves qui arrivent en CM1, CM2 et qui maîtrisent pas du tout l'écriture et la lecture, c'est pas un cas isolé, c'est très fréquent. Quand je suis en CP, qu'on me demande un cours de lecture et que les élèves m'expliquent que j'ai un livre que je dois recopier au tableau pour faire lire les élèves, comment est-ce qu'on veut avancer? Le temps perdu. J'ai rencontré beaucoup de cas difficiles sur l'année scolaire avec aucun recours à rien, et des cas de grande pauvreté, des cas de violence aussi, beaucoup de handicap, d'enfants qui n'ont pas l'aide qu'ils devraient avoir. Généralement on me disait des nouvelles toi?
C'est bien, ils ont de la chance de tomber sur toi, t'as encore l'énergie. Si on s'arrête sur chaque enfant qu'il faut aider et qu'on essaye d'accompagner la famille et d'aider l'enfant, on s'en sort plus, on se fait bouffer. On parle d'égalité des chances, on n'a que des enseignants qui viennent d'avoir le concours et qui sortent d'études, qui sont envoyés dans un des départements les plus difficiles de France, et des contractuels, c'est-à-dire des enseignants qui ne sont pas formés. On ne croit pas du tout à l'égalité des chances dans l'école. Le témoignage édifiant chez nos confrères de BFM TV, donc de cette prof qui nous raconte donc du vécu finalement, son vécu en Seine-Saint-Denis en l'occurrence. Oui, ça laisse sans voix, je sais. C'est clair. Ouais. Il n'y a pas de... C'est ultra violent. Ouais. Je pense malheureusement que ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et pas forcément qu'en Seine-Saint-Denis justement. Je pense que ça se passe un peu partout. Et surtout dans des établissements où justement on n'est pas en ZEP, mais on est dans un territoire difficile quand même, mais on n'est pas en ZEP. Du coup on n'a pas les aides qui nous permettraient de faire le travail correctement. Mais alors que la population et les élèves en auraient fortement besoin. On va saluer notre Karima Perroni qui est arrivée. Comment ça va, ma Karima ? Bonjour à tous. Comment ça va, Karima ? Ça va super bien. T'as passé de bonnes vacances ? Trop courte. Oui, ça c'est vrai, c'est toujours. Mais on est court. d'attaque. Oui, on est d'attaque là, au top. On va en parler justement de ce Grenelle. Tu sais qu'il y a eu les annonces du Premier ministre. Hein. Oui, il y a eu des premières annonces. Tu les as listées ? Oui, je les ai même devant moi. Très bien, très bien. Il a sorti le chéquier apparemment. Bon, oui. On verra pourquoi faire et à quoi ça sert, parce qu'on sort souvent le chéquier, mais ça sort pas à grand chose finalement. Bon, alors dans le zapping, toujours et encore, c'était un Jean-Jacques Bourdin extrêmement agacé ce matin et menaçant même de mettre frein à l'interview ce matin sur BFM TV et RMC face à Marlène Schiappa qui est venue finalement sans réponse. Ça l'a agacé. Nous en discuterons lors du Grenelle des violences conjugales. Vous m'amusez. Mais sinon, on peut faire le Grenelle des violences conjugales, vous et moi, et je prends des engagements toute seule. L'idée de ce Grenelle, c'est justement de travailler ensemble. Très bien. Mais vous avez des avis sur la question. Vous travaillez sur ce sujet depuis des mois et des mois. Bien sûr. Marlène Schiappa, donc, suspendre l'autorité parentale, oui ou non, y êtes-vous favorable ? Nous verrons. Ce qui ressortira du Grenelle des violences conjugales, c'est à 15h. Un tout petit peu de patience. Le Premier ministre va s'engager. Il s'agit de dire ce qui est au fond de vous, ce que vous souhaitez, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Les objectifs que je souhaite atteindre, je les ai donnés dans le cadre de ce Grenelle des violences conjugales. C'est mieux prévenir, donc ça passe par l'éducation, mieux prendre en charge, ça passe par l'accompagnement, et mieux punir, donc mieux sanctionner. Et ça, c'est un travail collectif. Ça fait des mois qu'on construit avec les associations et avec tous les ministères ce Grenelle des violences conjugales. Les annonces, elles seront faites par le Premier ministre à 15h au début de ce Grenelle des violences conjugales. Je me demande pourquoi vous acceptez une invitation quand vous me dites sans cesse, de toute façon, les annonces seront faites dans l'après-midi, Marlène Schiappa. Vous savez que ça, c'est absolument insupportable. Moi, je vous invite. Si je vous invite, c'est pour que vous donniez des réponses. Les sanctions. On peut arrêter l'interview, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi pas? Vous savez, ça va arriver. Écoutez, je sais que ça vous est arrivé. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour donner répondez à mes questions. Des tribunaux spécialisés. On parle de sanctions. Mais je vais pas. Des tribunaux spécialisés ou pas? Ça va faire partie des choses qui seront débattues. Si vous voulez, on peut discuter des tribunaux spécialisés. Ça a été fait en Espagne. Voilà, ça a duré comme ça pendant longtemps, évidemment. Bourdin était agacé. Vous comprenez son agacement ou pas? Moi, alors, ne serait-ce que de débattre avec Marlène Schiappa, je comprends l'agacement tout court. Ouais. Elle est insupportable. Après, Bourdin le fait un peu avec tout le monde, donc moi, je suis pas étonné, pour le coup. Ouais, non, mais là, il tient toujours le même discours. Là, tu fais un Grenelle. Il te dit, sur quelle piste, machin. Tu vois, même à un moment donné, il va plus loin. Il dit, toi, Marlène Schiappa, c'est quoi ton leitmotiv? Non, on attend 15 heures, le Premier ministre. Tu vois, il a donné les consignes, j'obéis au droit et à l'œil. Ça me surprend pas de ce gouvernement de marionnettes. Bon. Non, mais de marionnettes qui sont quand même actives sur qui sont actives. La question des violences faites aux femmes, ça a toujours existé et on n'en a jamais autant parlé. La question de l'harcèlement de rue aussi, la question des égalités salariales aussi. Alors bien sûr, on peut toujours remettre en question la forme et aimer taper et s'amuser sur Marlène Schiappa. En revanche, personne d'autre qu'elle ne monte au front comme personne. La dernière grande figure emblématique du gouvernement qui a vraiment œuvré pour les femmes, c'est Simone Veil. Je ne la compare pas bien sûr à Simone Veil. En revanche, il faut quand même saluer ses positions, même si là elles étaient plus cachées dans la forme.
Oui, mais après c'est de la forme. On sait pas aussi quelles sont les injonctions qu'il y a au-dessus. On est bien d'accord. Mais après dire que c'est toujours compliqué de débattre avec Marlène Schiappa. En attendant, c'est la seule ministre qui défend à ce point oui, c'est important. Secrétaire d'État au ministère des égalités, des droits et des femmes c'est ça. En attendant, c'est la seule qui monte au front comme c'est la seule qu'on entend. C'est la seule qu'on entend partout. Non, mais on n'a jamais autant parlé des violences conjugales. Il y a des choses qui sont faites. On peut saluer quand même ce Grenelle qui est inédit. Il serait temps aujourd'hui qu'on mette aussi des mots, mettre des chiffres, c'est bien. Prendre des positions, c'est bien. Faire de la communication, c'est bien. Mais là, on estime et on pense que ça va aller plus loin. Moi, j'ai grand espoir sur ce qui a été déjà dit. C'est vrai que c'est encore balbutiant. Le Grenelle, ça va prendre 3 mois, donc il y a plein de choses qui vont être faites. Oui. Pas moins. Comment? Non, 3 mois, ça me rappelle juste le grand débat, quoi. Là, je pense qu'on est plus loin que le grand débat parce qu'on est dans un cas d'urgence, de la même façon qu'on était dans des cas d'urgence, des situations d'urgence avec le terrorisme. Je pense que là, on peut parler clairement de terrorisme lorsque l'on parle des féminicides. Et je pense 101 depuis le début de l'année. Voilà, on est à 101 aujourd'hui. C'est macabre. Ce décompte est macabre. C'est impressionnant. Dans beaucoup de pays, comme en Espagne, à un moment donné, il y a eu un temps aussi pour le décompte, puis pour les débats, et ensuite pour l'action. Pour l'action, exactement. Et dans un instant, on est là. On va en parler. Tiens, j'ai un petit truc pour t'énerver, Karim. Je suis déjà bien. Ouais, ça y est. J'ai un petit Zaya qui va nous donner la définition d'une fille facile. Ah, je l'entends dans le zapping. Oui. Ah ouais. Ouais. Pas mal, hein. Je crois que ça va plaire à Bouriaki. Ouais, j'adore. Un petit salopard. Bah, à tout de suite. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, l'info autrement sur France Maghreb 2 à 17h25. Merci d'être avec nous. Vous sortez peut-être du travail. Bon courage à vous. Et une autre vie commence, celle de la maison, de l'organisation, des enfants et des cris, etc. Des devoirs. Bah ça y est, on est à la rentrée en fait. Hein. Avec Karima Perroni qui est avec nous, ma petite Karima qui est avec moi aujourd'hui. Oui. Voilà. Les enfants, ce ne sont pas que des cris, c'est aussi beaucoup d'amour. Moi j'aime bien Karima. Voilà. Moi j'aime beaucoup Karima. Ok, Bouriaki. Alors moi, ça commence à clasher en antenne. Non, reste là, tranquille. Qu'est-ce que vous avez tous à copine à Marlène Schiappa, il y a Mehdi Chebaïki qui j'assume d'être une copine de Marlène. On dévoile pas les secrets à l'antenne, Philippe. Ah non, moi je suis santé. Je cache rien, moi. Rien. Je dirai tout. Je suis payé par Beurre FM. Bon, alors. T'es payé par? J'en ai trop parlé par Beurre FM. Tu parles trop, en fait. Ils m'ont dit, France Maghreb est en train d'éclater tous les scores de 10 maths. Vous arrêtez pas de monter. Comment on fait pour les ruiner de l'intérieur? Il faut le centraliser, ce mec. C'est un espion, en fait. Voilà, c'est ça. Un agent double. Un agent double. Infiltré. Alors, qu'est-ce qu'une fille facile? Ça, c'est pas vraiment bien pour introduire le sujet qui arrive, mais quand même, Zaya a parlé. Vous savez, Zaya qui s'est fait connaître par ses œuvres très personnelles. Une fille facile, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qu'est-ce que je Peu de femmes ont le courage. Non, mais vraiment, je vous kiffe. Peu de femmes ont le courage d'assumer cette grande liberté. Alors, si beaucoup de femmes sont capables d'être des filles faciles aujourd'hui, cela prouve qu'il y aura beaucoup de femmes qui sont libres. C'est une discrimination qui n'est pas reconnue. C'est ça le problème. Et je ressens ça tous les jours. On n'a même pas droit à la sympathie. Par exemple, si vous, un peu, je ne sais pas, il y a un an peut-être, vous pouvez dire à un de vos amis, je veux vraiment de la sympathie pour Zaya, il serait étonné. Comment osez-vous avoir de la sympathie pour cette fille? Finalement, on n'a même pas droit à ça. Mais moi, j'ai de la sympathie pour vous, Zaya. Merci. Voilà. Je sais pas quoi dire, en fait. Moi non plus, j'ai pas de mots. Karima. Pourquoi vous savez pas quoi dire? Bah je sais pas. C'est quoi qui vous dérange? Non, mais rien en fait. Il y a rien qui me dérange, moi, c'est qu'elle en fasse des tonnes en fait. Elle en fasse des tonnes. Ouais. Bah c'est une fille qui était avant, effectivement, c'était une escorte. Aujourd'hui, elle a une autre carrière. Elle fait partie des personnes qui sont médiatisées. Après, moi, je connais pas forcément le personnage. Je sais juste que c'est dans le cadre de la promotion de son film que je n'ai pas vu, mais apparemment qui est très bien. Je pense que elle a le droit aussi d'avoir la parole et puis de s'exprimer. On est en ce moment beaucoup sur des mouvements féministes. Je pense que le féminisme ne doit pas être représenté forcément par ce qu'on appelait avant des chaînes de garde, ou bien il faut que ça soit des nanas coupe garçon, lesbiennes et poilues, même si j'ai rien du tout contre elle, vraiment. Mais je pense que la femme, dans toute sa diversité, elle peut aussi être une bimbo. Ça va de la bimbo à la mama, en passant par effectivement l'homosexualité
homosexuels, voilà. Enfin, je pense que c'est une femme, elle a aussi son droit de parole, et si c'est ainsi qu'elle vit sa discrimination, et ben c'est aussi bien qu'elle le dise, parce qu'effectivement, être une bimbo, ça veut dire forcément d'être une écervelée, et peut-être pas. Et voilà, je pense que je vais peut-être que vous allez en rire, mais aujourd'hui, quand Kim Kardashian, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage qui est effectivement sulfureux, s'engage aussi à sa manière dans des combats sociétals et politiques, qu'elle reprenne les études pour faire des études de droit, et que grâce à son nom et à son notoriété, elle arrive à faire sortir des gens de prison qui ont été condamnés à tort. Voilà, qui étaient condamnés à tort. Merci. Bon voilà. Après, c'est des bimbos. Elles ont un personnage, mais en tout cas, elles sont médiatisées, et puis surtout, elles ont des codes de la nouvelle génération, et c'est aussi bien que même les jeunes filles, les très jeunes filles, puissent entendre certaines choses si ça vient d'elles. Bon, alors tiens, je te pose la question parce que tu n'as pas répondu à la question du jour aujourd'hui. C'est la campagne de désobéissance en faveur des droits civiques, les femmes musulmanes dans certains lieux publics, qui prend de l'ampleur, on peut le constater. Les Parisiennes qui rejoignent les Grenobloises et les Lyonnaises. Est-ce que tu penses que leurs revendications sont légitimes? Alors tu parles dans les piscines, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, oui, en faisant référence à ce qui s'est passé dimanche dernier, je crois, c'est ça, voilà. Voilà. Moi, je suis vraiment une féministe, et dans le sens vraiment très large, c'est-à-dire je défends autant la bimbo que la femme voilée, et je pense effectivement que la femme voilée a toute sa place aussi dans la société. Elle a un droit. J'ai vu dernièrement une vidéo d'une blogueuse, une Instagrammeuse en fait, qui est, alors j'ai oublié son nom, mais on me l'a transféré, qui est en fait Instagrammeuse. Elle a une marque de mode, et qui expliquait pendant sa vidéo, l'arme à l'appui, comme c'était difficile pour elle de revenir sur Paris après avoir passé 2 mois au Maroc, où elle a vécu pleinement son voile, et que quand elle est revenue, déjà elle était stigmatisée. Sauf que le burkini est interdit au Maroc, hein. Je précise quand même. En fait, elle parlait de sa vie de tous les jours, en fait. Juste oui, non, mais là, on parle du burkini, de le porter dans une piscine. Des piscines qui, rappelons-le, ont des règlements intérieurs, et comme le rappelait d'ailleurs Marlène Schiappa ce matin, ça concerne absolument pas des millions de femmes. Je veux dire, ça se saurait. C'est une petite minorité, c'est ce qu'elle nous a dit ce matin, hein, c'est pas moi. Et ce sont des activistes, des féministes musulmanes qui essaient effectivement de faire entendre leurs revendications. Je pense que le ras-le-bol, il est plus global, en fait. Il concerne pas juste le burkini dans des piscines municipales. Je pense que ces femmes-là, elles sont stigmatisées au quotidien, quand ce sont des mamans à qui on refuse en fait d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Ça, bien c'est sûr, quand même donc je pense que c'est un symbole fort, le burkini, effectivement, normalement, les piscines municipales sont des lieux publics, donc il devrait y avoir aucune ségrégation. Après, moi, la seule limite que j'ai sur ce débat, c'est qu'on reparle encore une fois des femmes voilées, même si c'est important d'en parler. Mais aujourd'hui, on essaye justement d'intéresser autrement autour du sujet des femmes, et que les politiques oublient un petit peu le sujet des femmes voilées, comme on sait que c'est très souvent la carotte qu'on aime aborder quand il y a plus d'idées, ou quand on n'aime plus parler des choses qui fâchent vraiment. On ouvre cette semaine spéciale consacrée aux violences faites aux femmes sur France Bleu. Des femmes sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que toutes les femmes ont envie de se faire violer? Je pense oui. Sincèrement, oui. C'est inacceptable. Et si je vous disais que moi je bats ma femme pour qu'elle soit plus gentille et plus amoureuse de moi? Est-ce que vous avez déjà eu envie de violer une femme? Oui, d'une certaine façon. Que vous soyez victime ou témoin, Le 3919 numéro d'écoute nationale anonyme et gratuit, vous oriente et vous accompagne pour mettre fin au cycle des violences. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des femmes battues, un sujet dont la presse fait largement écho depuis quelques semaines. Quand avez-vous décidé de le quitter, cet homme qui vous Il s'est trouvé, en fait ça s'est fait petit à petit, mais il s'est trouvé que le soir même où ça s'est passé, comme des amis étaient encore là, elles m'ont immédiatement emmené, parce que j'étais complètement KO, c'est le cas de le dire, elles m'ont emmené avec mon enfant. Le 3919 C'est un numéro vital. Bon, après m'avoir violée, il était presque gentil avec moi. Il essayait de dire sa vie sentimentale malheureuse, de misère, tout ça, et je voulais pas l'entendre, mais c'est évident que ça le déculpabilisait. Hein, comme s'il m'avait pas violée. Un violeur pense jamais qu'il viole.
3 9 19. Mobilisons-nous tous ensemble pour faire connaître ce numéro. On connaît le verdict, 6 ans et 2 fois 4 ans de réclusion criminelle pour les violeurs. En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Le 3-9-19. Je partage le 39-19. 3919, 3919, un numéro de téléphone qui peut évidemment sauver des vies. C'est une journée dédiée, qui est une journée dédiée aux violences conjugales en France. Le gouvernement lance un Grenelle consacré à la question en présence de familles de victimes et de plus de 80 invités, dont 10 membres du gouvernement. Les associations espèrent qu'il débouchera sur des propositions concrètes pour enrayer un phénomène ayant déjà fait plus de 101 victimes depuis le début de l'année. Les associations et familles victimes insistent sur une meilleure formation des policiers, médecins ou avocats qui rencontrent ces victimes. Voilà un petit peu tout l'enjeu de ce débat qui s'est ouvert aujourd'hui, cher Karima. Et c'est le Premier ministre qui l'a ouvert tout à l'heure à 15h avec des annonces quand même concrètes. Oui, effectivement, les débats étaient très attendus. Pour l'instant, on est sur les faits d'annonce. Tout n'a pas été encore dit parce que le Grenelle, en fait, qu'est-ce qu'un Grenelle? C'est que pendant 3 mois, plusieurs associations se réunissent et reviendront, on l'espère, avec des propositions très concrètes conjointement avec le gouvernement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle pas seulement d'un ministre. Il y a plusieurs ministres qui sont en jeu autour de ce Grenelle. Il y a le ministre de l'Éducation, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur. Enfin, il y a plusieurs ministères qui doivent être mobilisés puisqu'on est vraiment dans un état d'urgence. Tu as cité le 101 féminicides. Le chiffre est en constante hausse. Donc effectivement, des mesures doivent être. Je pense que là, l'opinion publique est prête. Et puis, il faut pas oublier aussi que Macron, lors des débats, on avait fait aussi une de ses priorités lors de son quinquennat. Donc en fait, c'est la juste logique qu'aujourd'hui les débats sont vifs et puis les mesures prendront effet dès la fin des 3 mois. Et déjà, donc comme tu le disais, il y a déjà eu des premières mesures. Donc parmi ces mesures qu'on a déjà pu recevoir. Donc effectivement, il y a 1000 nouvelles places d'hébergement qui ont été promises à partir de 2020. Alors 1000 nouvelles millions places d'euros à la clé pour ça. Hein. 1000 nouvelles places, c'est bien et c'est pas bien. En fait, hier, j'ai participé à la conférence de presse auprès de la Fondation des femmes qui était organisée donc à la veille du Grenelle. Et donc les associations qui étaient présentes proposaient plutôt 2000 places à minima pour déjà venir dans les situations d'urgence. Donc c'est vrai que 1000 nouvelles places aujourd'hui, c'est encore trop peu. C'est déjà ça, bien sûr. Mais pour vraiment répondre à toute la réalité, il faudrait 5000 places pour que ça réponde à toute la réalité et à minima 2000 places. Ça, c'est ce que disent les associations qui sont sur le terrain. Ensuite, pour la deuxième mesure qui est aussi très attendue, c'est des procureurs référents dans les tribunaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'il y a un vrai problème au niveau de la formation des magistrats et aussi des lenteurs de procédure, parce que plus la procédure va être lente, plus les familles vont être en danger. Et très souvent, il faut pas oublier que sur ces 2001 féminicides, la plupart, 101 féminicides, il faut pas oublier que la plupart, ce sont des femmes qui étaient quand même séparées de leur conjoint. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre la séparation et en fait les décisions qui sont vraiment prises, les femmes et leurs enfants restent en grand danger, et c'est ces lenteurs de procédure qui sont vraiment à déplorer, parce que les lois existent, c'est pas un problème de loi, le problème c'est l'application des lois et la rapidité des lois. Ouais. Donc c'est pour ça que l'urgence c'est d'avoir des magistrats qui sont vraiment référents et qui vont être spécialisés sur ces questions-là pour pouvoir être plus actifs et plus rapides sur les mesures qui doivent être prises. Et donc il expliquait que donc le ministre il expliquait qu'il y a une première expérimentation qui aura lieu à Créteil pour assurer que les dossiers soient traités dans un délai de 15 jours. Ensuite, il y a une troisième chose qui est aussi très importante, c'est généraliser la possibilité de porter plainte à l'hôpital. Ça c'est très important parce qu'en fait quand une femme est violentée, on pense souvent à tort que à partir du moment où elle va passer les portes du commissariat et porter plainte, et ben c'est bon, elle sera
sera hors de danger et ça y est, la procédure est prise. Déjà, c'est très difficile pour une femme de sortir de l'engrenage de la violence, de faire ce premier pas-là. Quand elle est dans une enceinte qui est plus intimiste et où on l'entend peut-être plus et que sont les hôpitaux, les cliniques ou tous les secteurs, tous les lieux en fait qui ont attrait à l'univers médical, elles sont déjà plus dans l'intimité, elles sont plus comprises et puis surtout il y a des gens qui sont donc des médecins, des infirmières qui peuvent déjà faire un premier état des lieux et les emmener vers une prise de parole en fait qui sera plus facile en fait pour elles que d'être derrière un bureau à entendre un monsieur qui tapote sur son ordinateur et qui demande des faits, je veux dire, l'approche est différente et généralement c'est ce que disaient aussi les associations hier lors de la conférence. Cette proximité, elle est indispensable pour libérer la parole. Et donc c'est pour ça qu'effectivement pouvoir généraliser la possibilité de porter plainte dans les hôpitaux, c'est pas du tout anodin. C'est pas juste une petite pierre à l'édifice. C'est quelque chose de très important pour la prise en charge des plaintes et puis qu'on puisse entendre et que les femmes soient en confiance pour pouvoir parler, parce que rappelons aussi que les femmes qui sont violentées, elles ont honte, elles sont dans un engrenage de culpabilité et c'est très difficile pour elles de mettre des mots sur leurs mots MAUX. Et ensuite l'autre mesure qui est plus globale, l'annonce qui a été proposée, c'est effectivement qu'il y aura un vrai travail de fond il nous promet en fait que ça ne sera pas juste un effet d'annonce et que toutes les instances seront mobilisées et surtout les associations seront écoutées et entendues. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été primordial, qui a été demandé par les associations que j'ai rencontrées hier. Pour elles parlent plus d'un plan Marshall que d'un véritable Grenelle. Pour elles, il faut vraiment tout revoir sur toutes les instances et ça passe aussi bien par le judiciaire, comme on l'a dit, sur les questions de la santé, mais aussi sur l'éducation, surtout sur l'éducation, parce que l'éducation, la prévention commence par là. Former aussi les personnels dans les écoles, au dépistage, parler aussi auprès des jeunes, former aussi tous les jeunes, les questions de genre. On n'a pas aimé dans la communauté maghrébine quand on a parlé des questions de genre, quand il a fallu parler de ça. Je pense que c'était l'année dernière. Mais finalement, c'est aussi ça. Il faut aussi revenir sur ces débats. Qu'est-ce qu'être une femme? Qu'est-ce qu'un homme? L'égalité des hommes et des femmes. C'est pas juste une loi. Il faut vraiment que ça soit ancré dans l'éducation des plus jeunes. Et si ça ne se fait pas par les familles, il faut absolument que l'éducation prenne le relais, l'éducation nationale prenne le relais sur ces questions-là qui doivent être, dans certains départements. Et là, il y avait aussi des associations, notamment dans le 93, qui nous disaient comme il était difficile pour elles d'entendre encore des jeunes de quartier. Je suis désolée de stigmatiser, mais c'est une réalité qu'elle me disait. Comme c'était difficile pour elles d'entendre ces jeunes de quartier qui stigmatisaient encore les femmes. Effectivement, une femme qui porte la mini-jupe, c'est une pute, je suis désolée du terme, et ça commence par là, les violences conjugales. Ça commence par comment est-ce qu'on reconnaît la femme, comment est-ce qu'on a été éduqué aussi dans le respect de la femme, et voilà. Pour moi, la prévention, elle est aussi importante que toutes les mesures qui sont prises sur l'action. Réaction de Philippe Boyaki à ces annonces annoncées tout à l'heure par le Premier ministre Édouard Philippe en ouverture de ce Grenelle qui va durer 3 mois. Pardon. Non, j'écoutais Karima, je buvais ses paroles jusqu'au moment où elle est partie en roue libre. Un peu comme toi, d'ailleurs. Mais heureusement, c'est ça. C'est ça la liberté du LGF. Mais c'est le débat né là-dedans. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'entends tout ce qu'elle dit. Elle a raison. Il y a urgence. C'est un plan Marshall qu'il faut et pas un Grenelle. Moi, j'espère sincèrement que on n'est pas dans le coup d'annonce et dans le coup de com, mais comme Macron veut redevenir président en 2022, je pense qu'il va mettre le paquet. Et le premier point, c'est l'argent. L'argent pour mettre plus de monde dans les hôpitaux, mettre plus de monde dans la justice, mettre plus de monde dans les commissariats, mettre plus de monde derrière un téléphone pour pouvoir écouter, pour pouvoir aider les gens à décanter, à parler, parce que ça, c'est le plus dur. Ouais. C'est le pas le plus dur, tu l'as dit, un sentiment de culpabilité lorsqu'on est victime de violence, alors que c'est l'inverse qui devrait prévaloir. Mais entendre que
dans la stigmatisation des quartiers et de la et moi j'ai un problème quand j'entends le mot communauté, je te jure. D'accord. Franchement, la communauté musulmane qui était réfractaire à l'égalité des genres. Maghrébine. Ouais, mais alors, sous-jacent, les Maghrébins, non, mais moi, à forte majorité, sont musulmans, on est bien d'accord. Non, faut pas stigmatiser. Et donc, je peux t'assurer qu'au moment du débat de l'égalité des genres, et c'était pas l'année dernière, ça a commencé avec Najat Vallaud-Belkacem, les premiers à monter au créneau, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les fameux manifs pour tous, les extrémistes cathos à qui tu disais un truc, ils montaient en l'air, et ils avaient une force et un réseau incroyable que n'ont pas parce que tu vois, quand tu dis maghrébin, on n'est plus maghrébin, nous on est français. Non, mais oui, t'as tout à fait raison. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me bats qu'en plus, les profils, et ça aussi, je l'ai vu hier, les profils des agresseurs, c'est vraiment toutes les couches sociales. Complètement. Ça touche vraiment tout le monde. Tous les quartiers, toutes les régions de France. D'ailleurs, il y a beaucoup de disparités entre les régions de France. Ça aussi, ça a été vraiment pointé du doigt dans le traitement. Il y a eu un classement de fait, je crois. Hein. Ah ouais? Il y a eu un classement parmi les violences. D'accord. Où les hommes sont les plus violents. Alors, par contre, il faudrait qu'on retrouve le classement, parce que je veux pas dire de bêtises, je veux pas stigmatiser. Mais il semblait que le Nord était bien classé. Alors. D'accord, oui. Il faut bien comprendre une chose, et je te rejoins là-dessus. Je rejoins d'ailleurs toutes les femmes là-dessus. Moi, quand j'en parle vraiment avec tranquillité, parce que je suis un enfant d'une victime de violence. D'accord. Et donc, je voyais cette femme forte, qui était ma mère, qui en plus acceptait l'inacceptable, parce que 3 oisillons à nourrir et à élever, et quand t'es une femme issue d'eux, et surtout en invalidité cardiaque, donc impossible de travailler, donc dépendante financièrement. C'est pour ça tout à l'heure quand on parlait de l'égalité salariale, c'est juste moi sérieusement, je suis un homme, mais je suis féministe, je suis ultra féministe. La première des choses que j'ai appris à ma fille, cette année, l'indépendance. À mon fils Ethan, je lui ai bien expliqué qu'une femme c'est l'égal d'un homme, et quand des fois sa mère dit quelque chose et qu'il vient me voir, je lui dis, excuse-moi, elle a dit quoi, maman? Elle a dit ça. Tu penses que je vais dire l'inverse de ce que ta mère l'a dit? Ça n'existe pas. Et je lui apprends même qu'à la maison, l'hôtelier à la maison, même à l'extérieur, c'est la daronne, c'est la maman. Ouais. Non, mais sérieusement, c'est pas moi. Si madame elle a dit on va à droite. C'est pour ça qu'il vient faire le show dans le LGF. Ah, mais complètement. Il vient se libérer. Non, c'est sa thérapie hebdomadaire. Mais j'apprends à ma fille régulièrement, et d'ailleurs ma femme trouve que j'aime plus ma fille que mon fils, mais c'est pas vrai, je les aime vraiment de la même façon, mais comme elle est plus petite, on est un petit peu plus attentionné vers le plus petit. Là il y a Alan qui arrive, qui a 2 mois et demi, je suis un petit peu plus attentionné vers lui, mais la première des choses que je l'ai fait, c'est que je l'ai mis au judo. Cette année ma fille va faire du Krav Maga Kids. Je peux t'assurer, évidemment je vais lui apprendre à parler, à signaler, mais le premier qui lui met la main dessus, je veux qu'elle le casse en deux. Bien sûr. Plus jamais il repose la main sur une femme, sur qui que ce soit. Ça n'existe pas. Alors, je suis pas pour faire la promotion de l'autodéfense. Non, moi j'entends, il y a beaucoup de gens je peux pas me donner le mot communauté, mais j'entends souvent des personnes qui me disent oui, moi ma mère, ma sœur, c'est elles qui sont les plus fortes à la maison, on écoute la mère, mais par contre, il y a quand même un distinguo entre les femmes de la famille et puis les autres. Sûr. Mais c'est réel. Et quand c'est les autres, et surtout si l'autre elle ose s'habiller comme elle veut, elle ose monter au créneau sur des questions je sais pas, ou alors elle ose parler de sexualité, imaginons, et là tout de suite on va parler d'elle. C'est un tabou, c'est un problème, ça. Voilà. Donc je pense aussi que c'est bien d'éduquer, enfin moi je trouve ça génial comment ta mentalité et comment tu éduques tes enfants, mais il y en a beaucoup. J'étais formé par mais il y en a beaucoup qui éduquent comme ça aussi, et pour autant ils font quand même le distinguo entre les autres femmes et ma sœur et ma mère qu'on va respecter. Tu vois, moi j'aimerais vraiment que tout le monde, tu vois, qu'on rit pas sur une Zaya, tu vois, qu'on rit aussi peu sur une Zaya que sur je sais quel ministre qui serait habillé avec des cols roulés jusqu'au cou. Enfin, mais complètement. Alors je vais donner la parole à Emmanuel quand même. Emmanuel Michael. On l'a oublié. Oui, non, comment ça on l'a oublié? Non, parce que je reste discret et puis j'écoute tout ce que vous dites, et c'est vachement intéressant parce que pour le coup, moi je suis féministe aussi comme Philippe, et moi dans le C'est quoi être féministe? C'est-à-dire que je défends vraiment l'égalité entre les femmes et les hommes, et que pour moi, aucune différence. Une femme doit être respectée, un homme doit être respecté au même titre, et qu'à ce moment-là, faut vraiment pas faire de distinction. Alors je vais poser une question provocatrice. Dis-moi. Est-ce parce que nous sommes différents
C'est-à-dire un homme et une femme, on a quand même des différenciations mais qui apparaissent. Débat me sort Non, mais vas-y. Karima, non mais c'est une question un peu provocatrice. Finalement, à trop vouloir nous mettre à égalité, est-ce que finalement ce n'est pas quelque part une manière de se dire finalement que de manière physique, l'anatomie, etc., on n'est quand même pas pareil. Je veux dire, un homme et une femme, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Donc on est quelque part différents. Et c'est pour ça que comme les hommes sont plus forts, ils tuent les femmes. Non, pas du tout. Bah alors, je veux dire, pas du tout. Une femme peut te tuer avec ses paroles. Hein. On peut être différent, la question. Enfin, de toute façon, c'est pas les mêmes conséquences. Bien sûr, on peut être différent, mais égaux. Oui, mais d'accord, mais égaux. Mais tu sais très bien que c'est pas la réalité aujourd'hui. Quand vous avez dans un travail égal, une femme et un homme, la femme sera payée moins cher. Est-ce que c'est acceptable ? Inacceptable. Voilà, c'est inacceptable. Donc moi j'entends tous ces discours, ces beaux discours de ces messieurs dames les politiques qui effectivement veulent faire un Grenelle, et c'est très bien pour un sujet extrêmement grave. Mais est-ce qu'il faut pas déjà régler ces petits problèmes qui sont pour moi des détails ? Je veux dire, quand un homme est PDG et qu'une femme est PDG, il doit recevoir le même salaire. Quand une femme fait un travail et que l'homme fait exactement le même travail, l'homme il est payé plus cher. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Mais alors, pour revenir sur les rémunérations des hauts dirigeants, c'est décidé par les actionnaires. D'accord ? Mais par contre, ça existe aussi dans les entreprises d'État, pardon. Mais dans les entreprises d'État. Mais t'as qu'à regarder tous les hauts fonctionnaires, la majorité, ce sont des hommes, je peux te dire qu'une femme qui fait exactement le même travail qu'un homme, elle est moins payée. Non, tu parlais de président d'entreprise. Qui sont à refaire. Mais oui, mais il n'y a pas de sous-sujet. Non, mais ça passe par la loi. Bon, c'est un peu, oui, par la loi. Bah, alors faisons-le parce que, en France, on a tendance à tout régler par la loi. En l'occurrence, ce problème-là, on l'a jamais réglé par la loi. Non, mais mélangeons pas tout. Là, on est en train de parler des violences conjugales. On est en train de parler, on est dans un état d'urgence. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas répondu du coup, toi, t'as pas du coup répondu à la question du début. Bah justement, moi je suis complètement pour en fait ce Grenelle et les avancées que j'espère nous allons faire dans le bon sens. À mon avis, il faut vraiment aller au bout de cette démarche-là. C'est des choses qui se passent depuis des années, c'est inacceptable. Et puis on entendait dans le jingle tout à l'heure des propos qui étaient un peu ressortis de leur contexte, mais qui dataient d'une dizaine ou une trentaine d'années. Un peu plus même. C'était dans les années 70 qu'on pouvait entendre ce genre de choses. Mais quand on entendait ça, on se dit quand même, heureusement on a évolué, mais on n'a pas encore suffisamment évolué. Et le travail qui est fait aujourd'hui par le gouvernement, c'est un travail qu'il faut saluer, parce que même si on peut leur reprocher des soucis de communication ou des couacs ou machin, à côté de ça il y a quand même une volonté de faire. On va peut-être attendre les actions quand même, hein. Oui, bah justement, mais il y a une volonté de faire. Après, entre la volonté de faire, effectivement, il y a une différence. Ouais, mais je pense qu'ils vont faire. On va en parler, Karima, tout au long de la semaine. Demain, on aura une invitée, je crois. Hein. Oui, exactement. Alors, tout n'a pas encore été... Ça veut pas dire que je suis à droite, moi. Ça veut pas dire non plus, effectivement. Toutes mes questions ont un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 3 septembre. Ouais. Je vous apprends rien. Bon, c'est parti, première question. Et attention, je rappelle la règle très importante. Il faut atteindre la fin de ma question avant de répondre, sinon je ne valide pas le point. D'accord. On y va, première question. Elle est là, ma première question. Elle est ici. 1995, assassinat de religieuse dans un quartier populaire d'une capitale maghrébine. Laquelle ? Le Caire. Non, maghrébine. Alger. Quartier Bellecour, en 1995, des religieuses effectivement ont été assassinées. Premier point, Boyaki. Deuxième question. En 2009, au Gabon, qui succède à son père après des élections présidentielles ? Bongo. Mais le prénom ? Ali Bongo. Bonne réponse. Franchement, Abdeselem sort de ce corps. Il m'a envoyé un message tout à l'heure. J'espère qu'Emmanuel il va te massacrer. Vas-y Emmanuel, troisième question. Attention, je cherche à présent un homme politique français, figure du socialisme, l'emblématique socialisme d'ailleurs, né en 1859. Jean Jaurès, il est né à Castres. Et il est mort en 1914. Au 24 allées des Lilas, exactement. À Paris. Au deuxième étage. Voilà. 3-0 pour Boyaki. Qu'est-ce qu'il y a Je disais 24 allées des Lilas au deuxième étage, petite chambre de 9 mètres carrés avec Geneviève qui a aidé sa maman à accoucher. Très bien. Quatrième question. On va peut-être vous réveiller quand même. Hein. Je cherche un fonctionnaire de Vichy condamné pour complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans la déportation des Juifs à Vichy, né en 1910. Bousquet. Non.
Papon est une bonne réponse. Oh là là, c'était facile ça. Attention, ça frôle. On est nuls, hein, franchement, on est ça frôle le chaos sur place. Clair. Ah non, mais ça Attention. nous porte pas bonheur le 5e et dernière question. Je cherche un homme politique tunisien. Il a été président de la Tunisie pendant 24 ans. Bourguiba. Non. Ben Ali, elle a marqué son point. Karima Perroni. Victoire à l'unanimité de Boriaki. 4-1, victoire de Boriaki aujourd'hui. Bravo Philippe. J'ai envie de te dire respect. On n'est pas KO. Heureusement, je le partage avec toi. Heureusement Karima, tu as sauvé. T'as sauvé l'honneur du LGF parce que Boriaki, sinon, alors là, s'il avait gagné 5-0. Oh là là, on aura entendu. Alors là, jusqu'à l'année prochaine. Mais c'est incroyable. Je veux dire, ce type. Il faut le calmer au bout d'un moment, heureusement. 4-1, bravo Philippe pour la victoire. Non, mais c'était Papon, franchement, on a été nul. Franchement, ouais, j'aurais pu le trouver. Ouais. Mais il l'a trouvé. Voilà, il l'a trouvé. 4-1 pour Philippe Boriaki, 1 point pour Karima Perroni, 0 je reviens demain, pour de toute Emmanuel. façon. Ah ouais. Je reviens demain et alors qu'est-ce que tu vas dire? Qui c'est qui revient demain? Karima, qui reviendra pratiquement toute la semaine. Qu'est-ce que tu vas faire comme réclamation? Ah bah je vais saisir le comité du règlement pour dire c'est pas possible, c'est discriminatoire. Moi non, je ne peux pas. Comment veux-tu que je puisse gagner cette coupe? Vous ne voulez pas que je gagne cette coupe. Dites la vérité. On fera les comptes à la fin de l'année, cher Philippe. Demain, autour de cette table, tiens, il y aura que des femmes. Faiza Ben Mohamed, Céline Bory et Karima Perroni. Voilà. Que des femmes. Quel plateau, pour moi, c'est magnifique. On écoutera, et demain, on s'intéressera, on aura une invitée, c'est pas encore confirmé, chère Karima, mais on va continuer évidemment d'évoquer c'est une femme qui normalement représente le féminisme populaire et effectivement, on va voir demain si elle vient, mais si elle vient, ça sera vraiment très très intéressant. Je vous conseille de rester. Le féminisme populaire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un féminisme dans les quartiers. D'accord. Alors et elle va nous raconter les réalités justement. On essaiera aussi de joindre, et normalement ça devrait se faire demain, la psychologue clinicienne William Maghrebi pour justement qu'elle nous établisse le portrait psy, le type psy d'un agresseur, justement de ce qu'on peut appeler communément un pervers narcissique, c'est ça hein? Ils sont pas tous, c'est ça le problème. En fait, on peut pas établir un profil. En revanche, il faut pouvoir donner des signes, les signes avanceurs qui peuvent alerter. Il y en a franchement. Il y a des signes. Qui cachent bien leur jeu, non, il y a des signes. Ah oui. Ils sont les signes. Ouais. Mais parce qu'avant le premier coup, il y a déjà plein de signes qu'on peut déjà entendre et décrypter. Rendez-vous demain pour les connaître et ça va servir à toutes et tous parce que on parle de violence faite aux femmes. Mais aussi parlons de la violence faite aux hommes. Ça existe, bien entendu. Bah là, ils ont été maltraités, mes collègues, pendant... On rappelle, le 39-19, c'est le numéro très important, le numéro qui peut sauver des vies. Si vous êtes témoin ou victime, n'hésitez pas à appeler et faire appel au 39-19, un numéro extrêmement important à faire passer autour de vous. Et vous avez certainement, j'en suis sûr, des copines ou des copains qui sont concernés par la situation. Je voudrais juste rajouter un truc. Parce que j'ai reçu un message de quelqu'un, je ne fais pas la promotion de l'autodéfense, mais la légitime défense, c'est deux choses différentes. Et ce qui est bien avec le self-défense, close combat, Krav Maga, c'est qu'on vous apprend surtout à avoir confiance en vous. Sûr. Et la première des techniques qu'on apprend à nos élèves, c'est de crier, de fuir. Et si vous n'avez pas d'autre alternative et vous êtes fermé et coincé, à ce moment-là, toute action entraîne une réaction. Mais la première des choses, c'est libérer la parole en criant et alerter. Je sais que ça suscite un blocage chez certaines personnes qui sont victimes d'harcèlement ou d'agression. Et elles sont paralysées. Complètement. Je suis obligée de rebondir aussi sur ce que tu dis parce que c'est un peu de l'autopromo, excusez-moi, mais je fais un événement le 19 septembre sur l'estime de soi au féminin. Super. Et où il y aura justement question de toutes ces méthodes en fait qui permettent de regagner confiance en soi. Ça peut être aussi des blocages psychologiques, mais aussi des méthodes comme de self-défense et c'est où l'événement? Alors l'estime de soi au féminin, c'est le 19 septembre à partir de 18h30 et ça se passe au studio 365. Toutes les informations sont sur les podcasts de Carrie, donc le allez compte vous Facebook. abonner, les podcasts de Carrie, voilà, Facebook, Instagram. et sur Eventbrite. Voilà, et on y sera. C'est interdit aux hommes ou pas? Absolument pas. Très bien. Venir, moi je suis volontaire pour venir et intervenir. Vous venez avec grand plaisir. Quand il y a des belles femmes, il est toujours là lui. Mais on a besoin des hommes dans les luttes. Enfin, on pourra jamais avancer sans les hommes, nous les femmes. Merci Karima, à demain. À demain. On va se voir souvent, c'est bien. Ouais. C'est très agréable. Dans un instant. D'ici la fin de la semaine, tu en auras peut-être marre. Jamais. Le métier arrive dans un instant sur France Maghreb 2. Merci de votre écoute et rendez-vous demain si vous voulez bien dès 16h.
France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.